Alors quand on fait de la prospective lointaine, on a hélas toujours tendance à garder les critères des prospectivistes, j'ai envie de dire de la génération d'avant, voire parfois de 2 générations d'avant. Donc pour répondre à la question, je vais me repositionner il y a à peu près, on va dire 60 ans, 50 ans ou 60 ans, quand les futuristes pensaient l'an 2000. Et quand les futuristes pensaient l'an 2000, ils pensaient à l'échelle aussi bien mondiale que celle de la France. Ils pensaient à un monde en 2000 d'au moins 10 milliards d'individus, en 2030 d'au moins 20 milliards d'individus. Et la représentation spatiale du regroupement de population, c'était un espace urbain saturé avec une ville extrêmement haute, les villes tours qu'on retrouve dans les ouvrages de science-fiction ou les représentations de science-fiction des années 80 ou 70, comme Blade Runner par exemple. Et le schéma, c'est la ville qui va concentrer l'intégralité des populations. L'espace rural, ça fait 150 ans qu'il se vide de partout. Voilà. Et donc, on va avoir une disparition du monde rural au profit d'une mégapole, métapole, on dirait à un moment donné, urbaine. Et ce que personne n'avait anticipé, c'est qu'au milieu des années 70, on a une inversion démographique et géographique qu'on va appeler... c'est un géographe français, Bernard Kaiser, qui va l'appeler comme ça en 1990, la renaissance rurale, où on va avoir non plus une croissance des villes, mais une décroissance de la population des villes. Et au même moment, on s'aperçoit que la croissance démographique mondiale, ce ne sera pas 10 milliards d'individus en 2000, mais ce sera plutôt 6 milliards, et que les 10 milliards seront à peine atteints en 2020 ou en 2030. Voilà. Et donc, que les modèles d'organisation de l'espace vont changer. Là, on est 50 ans, un peu moins 40 ans après l'inversion démographique qui a amené les populations à aller vers l'espace rural. Paris continue à perdre de la population. Le périurbain a fait un premier plein entre 1970 et 1990, et il a commencé lui aussi à se vider très largement, avec dans les zones rurales des populations qui sont déclassées, qui vont dans les zones rurales, donc des pauvres, des femmes seules avec enfants, des retraités, mais de plus en plus des jeunes actifs, mais de plus en plus des jeunes créateurs d'entreprises, mais de plus en plus des seniors encore actifs. Et donc on se retrouve avec une situation où le rural qui devait disparaître est réhabilité, sachant que c'est un nouveau rural aussi. Si on couple ça avec le comportement aujourd'hui assez bien identifié des générations Y, c'est-à-dire de ceux qui sont nés au milieu des années 70 et qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, ou plutôt entre 25 et 35 ans. Ces générations qui sont dans on va dire, dans l'expérience du bénéfice personnel, du coaching, du développement personnel, font de plus en plus le choix d'un espace, d'un lieu qui correspond à cet univers du bien-être. Et soit la ville change et reconstitue des espaces de bien-être, des quartiers agréables, de la cité-jardin, des espaces aérés avec des services, soit ces gens-là, s'ils ne trouvent pas ça dans la ville, ils vont de plus en plus loin dans l'espace rural. Un exemple assez étonnant, Saint-Gaudens, ça a été étudié à partir de 2006. On est au pied des Pyrénées, on est à 100 km de Toulouse, c'était la capitale de la foire aux bestiaux en France. Aujourd'hui, c'est une pure ville périurbaine, avec un espace rural entre Toulouse et Saint-Gaudens, mais c'est devenu une ville périurbaine. C'est-à-dire que les gens qui veulent avoir une petite maison et qui vont travailler tous les jours à Toulouse vont aller habiter jusqu'à 100 km de Toulouse. Il n'y a pas que dans la banlieue parisienne où on va avoir des phénomènes d'extension. Donc, si on essaye de penser ce que sera la relation à l'espace choisi, à l'espace vécu dans une quarantaine d'années, au regard des générations actuelles qui arrivent au pouvoir et qui sont en train de faire leur choix, une de leurs caractéristiques, c'est l'absence de compromis, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire que le compromis métro, boulot, dodo, j'accepte de vivre dans un endroit pas très agréable du moment que j'ai un bon salaire, eh bien, ce compromis, c'est celui des générations X. Les générations Y ne font plus ce compromis. C'est-à-dire que je choisis d'abord l'endroit où je vais être bien, et les nouvelles technologies, les nouvelles organisations du travail me permettent éventuellement d'aller dans un endroit où je vais être bien. Et donc le rural qui devait disparaître, eh bien, il est en train de se densifier, de se recomposer. Et un autre point qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on demande à des futuristes, là encore, de penser le monde, et notamment le rapport ville-campagne dans 30 ans ou 40 ans, on nous reparle systématiquement de la ville compacte,
de remettre de la ville en volume. C'est très bien, c'est très intéressant, comme à Singapour, comme à Hong Kong, mais ça ne prend absolument pas en compte la réalité du désir des populations et des tendances des populations. C'est-à-dire qu'on pense la ville de demain, dans 30 ans ou 40 ans, comme on la pensait exactement à la fin des années 50. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le futurisme qui part de l'idée que la ville, un peu Babel, est l'archétype de l'espace futuriste, eh bien, on a gardé cette idée-là, alors même qu'entre-temps, c'est l'espace rural, c'est l'espace environnemental, recomposé, réaménagé, bien sûr, qui est en train de devenir un choix de population et de société qui est très important. Aujourd'hui, c'est à minima, selon les définitions, 25% de la population française qui vit dans ces espaces de la néo-ruralité. Et si on change un petit peu les critères de délimitation et de définition, on peut considérer que c'est jusqu'à 60% de la population française qui vit dans ces espaces de la nouvelle ruralité. Donc, de plus en plus de nouvelles campagnes demain, et l'obligation d'une interaction beaucoup plus forte entre ville et campagne, dès lors que les deux systèmes sont réaffirmés, plutôt que la disparition de l'une par l'autre. Pour terminer, on pourrait parler de Jacques Lévy, à la fin des années 80, qui disait « oser le vide ». Eh bien, aujourd'hui, les gens osent largement le vide, et même il y a un appel pour les territoires du vide qui sont relativement isolés. Donc ça change le paradigme, faire attention entre le prévisionnisme futuriste et puis les mouvements concrets qu'on peut repérer aujourd'hui dans les choix des populations. Les grandes révolutions en cours qui transforment la façon dont les populations pensent l'espace et se vivent dans l'espace, on n'a pas encore vu les effets, j'ai envie de dire, les effets de masse. Voilà. On parle beaucoup de crise environnementale, on n'a pas encore vu les effets de la crise environnementale. Quand on aura des inondations majeures en France qui vont concerner Bordeaux, Nantes, Lille, Dunkerque, Marseille, Nice, quand on aura 60% des grandes métropoles françaises qui vont avoir un aléa majeur qui va devenir un risque et une catastrophe majeure, on a déjà dans les programmes de Paris, bien sûr, Paris coule-t-il, mais Paris encore, c'est un épiphénomène, parce que Paris, c'est une crue du siècle qu'on attend. Là, on parle par exemple déjà dans les contrats de plan avec les régions, je pense à la région Languedoc, de 300 000 personnes qui seront en zone de submersion permanente d'ici 2030. C'est-à-dire qu'il faudra les mettre ailleurs, tout simplement. Mais ça signifie aussi des activités. Donc ça, par exemple, on n'a pas vu encore les effets. L'hyperconnectivité permanente qui réorganise le lieu de travail, qui fait qu'on n'est plus obligé, ça c'est une histoire de X en quelque sorte, de génération X, de montrer qu'on travaille en étant sur un lieu partagé de travail ou un lieu identifié de travail. On en parle depuis longtemps, mais l'effet massif de cette délocalisation ou cette multilocalisation du travail, elle n'est pas encore effective. Parce que la plupart des gens viennent travailler dans un bureau, dans un bâtiment où ils se réunissent, qui n'est pas chez eux et qui n'est pas un autre lieu. Donc, on a des phénomènes qui sont en cours, qui sont connus en fait, mais comme on n'en a pas pris la pleine mesure, on n'a pas encore la surprise de voir les effets de tout cela. Donc il est bien évident qu'il va y avoir ce ne sont pas de véritables surprises, mais il va y avoir des effets massifs qui vont transformer les relations à l'espace. Alors dans ces relations à l'espace, la séparation entre les centraux, les centrés, les connectés et les périphériques, parce qu'au fond, ce que je disais tout à l'heure sur l'espace rural, c'est que c'est devenu un espace périphérique, voilà. Et j'avais écrit il y a très très longtemps, la périphérie devient la ville, c'était un peu ce qu'on voyait dans la forme des agglomérations dans les années 90. La périphérie devient aussi la société et la multisociété, c'est-à-dire que l'expérience du futur dans le mélange des différentes communautés, donc plutôt dans le mélange des gens qui ont des différences sociales, différences d'âge, différences de culture, différences de pratiques, c'est dans l'espace périphérique que ça se joue aujourd'hui. Voilà. Et c'est dans cet espace périphérique que les expériences de la nation, de la citoyenneté, du plaisir, des nouveaux travaux, aujourd'hui l'industrie elle est en zone périphérique, demain je pense que l'agriculture qui est aujourd'hui en zone rurale va revenir dans l'espace périphérique avec la permaculture, ça coûtera moins cher de la faire en périphérie que de la faire éloignée en zone rurale, ça sera plus proche des marchés et plus proche des gens qui consomment. Donc on va avoir une société périphérique qui va se mettre en place, qui est là où tout se joue, tout se fabrique, et une société centrale, qui sera une société élitiste, bien sûr. Si on n'articule pas les deux,
Et si on ne redonne pas l'espace périurbain, enfin on ne donne pas l'espace périurbain, ce qu'on a donné au centre-ville et ce qu'on a donné à la campagne. Au centre-ville, on a donné de l'esthétique, on a gentrifié, on a refait les centres-villes, on les a repolarisés, on a remis des services, on a mis de la qualité, on a mis de l'enseignement, on a mis de la culture. Dans les zones de campagne, on a mis de la préservation environnementale, on a mis de la nature, on a mis du bien-être. Pas partout dans les zones agricoles intensives, mais dans beaucoup d'endroits, on a mis ça. Et dans les espaces intermédiaires, on n'a mis ni esthétique, ni culture, ni bien-être, bien sûr, alors même qu'on a un lieu aujourd'hui qui représente beaucoup plus le monde de demain que le centre urbain gentrifié ou que l'espace rural un peu mystifié ou idéalisé. Et donc, il va y avoir un travail très important qui va être fait là-dessus. Et j'aime bien la nouvelle terminologie du ministère de l'Aménagement qui s'appelle celui de la cohésion territoriale, parce que la première cohésion territoriale, ça va être la cohésion territoriale à l'intérieur des territoires périphériques. La deuxième, ça va être d'articuler ces territoires périphériques avec les espaces centraux et les espaces ultra-périphériques qui auront d'autres fonctions, des fonctions de loisirs ou d'évasion. Voilà. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus. Si ce travail n'est pas fait, quand on a comme l'agglomération de Paris 2 millions de Parisiens intramuros gentrifiés et 12 millions, voire 13 millions de périurbains, et puis ça ira encore plus loin, de personnes qui ne sont pas connectées avec ces gens-là, on va avoir ce qu'on a vu notamment aux dernières élections, des espèces de partitions hallucinantes. On a le FN qui fait 7% à Paris et puis qui peut avoir des scores qui sont multipliés par 3, 4, 5, 6 au fur et à mesure, avec un gradient au fur et à mesure on s'éloigne du centre, et donc un niveau de rupture très important. Et à un moment donné, on fait du ghetto et on fait des tensions extrêmement, on crée des tensions extrêmement fortes entre les populations. Donc l'univers n'est pas sombre, mais l'avenir n'est pas sombre, mais le décalage entre cet espace de plus en plus périphérique et de plus en plus différencié, où les manifestations du monde de demain se jouent, et l'espace centralisé, muséifié, font qu'aujourd'hui, on se prévoit plutôt une accentuation des systèmes de partition et des tensions qui vont avec, plutôt que d'avoir une bonne articulation entre les deux. Et à un moment donné, il faudra faire ce qu'on avait déjà pensé dans les années 60 et 70, mais qu'on avait mal pensé, c'est-à-dire remettre du centre dans la périphérie, comme on avait fait avec les grands centres commerciaux et les villes nouvelles, mais en tout cas remettre de l'hyperconnectivité, du savoir, de la culture, de l'esthétique dans ces espaces qui en sont aujourd'hui privés. Voilà. Et pour lequel on n'a encore pas pensé, ne serait-ce que c'est beau. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va dans un espace rural dit « Ah, c'est joli, j'ai vu une belle forêt, j'ai vu un littoral agréable, j'ai vu un joli petit village, le centre-ville est très joli, on a refait les lumières, les places centrales ont été revues, on fait des événementiels populaires, ça plaît. Mais où est-ce qu'on a ça dans l'espace aujourd'hui où les gens vivent, travaillent, et doivent se projeter et projeter leurs enfants demain? En fait, on ne l'a pas. Voilà. Donc il y a un vrai hiatus là-dessus. Alors, la première chose pour répondre à cette question, c'est un élément de terminologie. Il faut bien comprendre que le virtuel est réel. Et il s'oppose effectivement à l'espace concret, on peut toucher, et encore demain, j'en reviendrai tout à l'heure peut-être, on pourra peut-être toucher aussi le virtuel, mais il n'est pas irréel. Et petite parenthèse, l'articulation entre irréel et concret, elle existe depuis très longtemps. Par exemple, les religieux intègrent une irréalité non concrète qui peut aller jusqu'à déterminer totalement leur vie, les rapports sociaux qu'ils ont avec les gens. Donc, j'ai envie de dire, les sociétés humaines ont l'habitude d'articuler, de connecter de l'irréel et du concret. Et parfois même, on voit bien, nous, avec nos cathédrales, nos maisons, les sociétés entières se sont construites, se sont concrétisées sur une base d'irréalité. Et avec une interface entre, par exemple, espace sacré et espace profane. Donc, le virtuel, c'est une nouvelle manifestation liée à la technologie de création d'un espace qui est réel, mais qui n'est pas concret, et qui peut avoir des caractéristiques de l'espace concret, mais qui peut aller jusqu'à des univers qui sont totalement, en tout cas, qui ont des règles, des normes et des fonctionnements très très différents de l'espace concret. Dans un premier temps, on peut penser que ces deux univers sont distincts, d'ailleurs que certains vont dans l'un pour échapper à l'autre, tellement qu'ils sont distincts. Ensuite, on va avoir des connexions, des points de connexion entre ces deux qu'on utilise déjà aujourd'hui, très simplement, c'est le GPS. On a un espace virtuel que nous présente la voiture,
et on se dirige mieux dans l'espace concret avec ce guide d'espace virtuel que quand on regarde les panneaux, les noms des rues, qui sont des espaces concrets, ou qu'on demande à quelqu'un dans la rue. Donc on a déjà des phénomènes de réalité augmentée ou de réalité transformée à partir des connexions entre l'espace virtuel et l'espace concret. Si ces deux espaces sont malgré tout parfois très différents ou semblent opposés, ce qui compte, ce n'est pas au fond qu'il y ait des espaces virtuels ou de l'imaginaire, ou aujourd'hui qui puissent être perceptibles par les sens au travers des phénomènes virtuels, mais ce qui compte, c'est le degré d'interface. C'est-à-dire, quels sont les outils qui mettent en relation ces deux univers, ou ces multi-univers, et comment, par l'interface, il y a une interaction entre les deux qui se fait. Donc ce qui change, en fait, ce n'est pas aujourd'hui et demain, ce n'est pas le fait qu'on ait un espace virtuel qui prenne de plus en plus la place, c'est qu'on ait des interfaces qui nous permettent de plus en plus de passer de l'un à l'autre, voilà, et qu'on ait une interprétation de plus en plus forte, une interpénétration de plus en plus forte de l'un à l'autre. Me vient à l'idée quelque chose qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, pour changer d'espace, on change de lieu. Éventuellement, on change de décoration dans sa maison. Et comme ça, on a l'impression de changer de vie. Demain, rien n'empêchera d'avoir des murs vert pomme dans lequel on projette en permanence un paysage de montagne, un paysage, ça existe déjà de toute façon, un paysage de montagne, un paysage de bord de mer tropical, avoir des lunettes pour avoir l'impression qu'on est à Versailles le midi et dans une maison californienne au bord de la mer le soir. C'est-à-dire que les interfaces qu'on a aujourd'hui et que les nouvelles générations, ou plutôt avec lesquelles les nouvelles générations construisent leur rapport au monde, vont faire qu'elles vont être beaucoup plus interfacées que nous. Et donc, l'interpénétration entre les différents systèmes de représentation du réel, qui auront du concret, mais peut-être parfois un concret un peu décevant, voilà, à une possibilité quasiment infinie d'un réel virtuel, elles seront ces interpénétrations encore plus fortes. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà, il y a un univers très nouveau qui va se créer avec des éléments assez rêvés, positifs, étonnants, qu'on ne connaît pas encore, et aussi avec des choses qui sont beaucoup plus inquiétantes ou en tout cas plus complexes. Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'on ne fait l'expérience du monde, enfin on fait l'expérience avec un choix qui est quasiment infini, après tout on peut choisir son univers virtuel, alors que le concret c'est un choix relativement limité, on compose moins avec la réalité. C'est-à-dire que le fait de se satisfaire d'une petite maison ou d'un petit appartement ou d'un paysage qui n'est pas très chaleureux, c'est quelque chose qu'on n'accepte plus. Tout simplement parce qu'on a le choix. Voilà. Et ça va amener, c'est un peu déjà le cas des générations Y dont on peut dire qu'elles ne sont plus dans le compromis, je disais ça tout à l'heure. Les générations qui vont venir après seront encore moins dans le compromis, tout simplement parce qu'elles auront des choix. Et elles pourront, pour certaines, faire le choix du virtuel. C'est tout simplement une nouvelle façon d'organiser la société, le rapport à l'autre, l'entreprise, le loisir. Et du moment qu'on a ce choix, on ne pourra pas leur dénier le fait de pouvoir avoir ce choix. Donc, il y a de grandes chances qu'on continue à aller extrêmement loin dans l'interface. On a des générations interfaces. Là, les petits-enfants qui naissent en ce moment, les alphas, comme on les appelle, on ne sait pas encore ce qu'ils sont, mais on sait qu'ils sont interfacés quasiment dès la naissance. Ils auront un choix de monde qui transcendra énormément le concret. Et donc, ils seront moins attachés à nous, à essayer d'organiser la société à partir de, je dis compromis parce que c'est le terme qu'on emploie le plus aujourd'hui, mais à partir d'une forme de ce que nous appelons parfois la réalité ou le bon sens. Ça sera d'autres sens qui sont à l'œuvre et d'autres choix qui sont à l'œuvre. Donc il faudra les penser, bien sûr, très différemment. Alors d'abord, je pense que tout le monde va devoir se réinventer. Qu'il y avait dans les œuvres laïques et dans l'action vers l'autre d'éducation, de compréhension du monde, d'ouverture sur le monde, d'intégration. On parlait beaucoup d'inclusion ou d'intégration. Avant on disait intégration, maintenant on dit inclusion. Comment faire en sorte qu'un jeune qui ne comprend pas bien son monde puisse être bien intégré dans son monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui font du management inversé. C'est-à-dire que c'est les derniers arrivés qui vont former et manager les plus anciens, même s'ils sont au-dessus. Donc, il est bien évident que le rapport à l'autre, ne serait-ce que déjà dans le rapport qu'on entretient dans le cadre d'activités périscolaires ou pérééducatives, va nécessairement changer. Voilà.
Il y a des sens qu'on veut donner à des jeunes au travers diverses activités qui sont des sens qui ne correspondent pas à leur façon à eux de percevoir le sens. Il y a des occupations ou des activités qu'on leur donne aujourd'hui qui sont des activités qui demain ne parleront pas. C'est-à-dire que par exemple, si on essaie de vous dire on va vous former à un talent, à quelque chose qui vous plaît, par la musique, le sport, la pâte à modeler, la danse, la cuisine, je pense que les générations de demain auront tellement de choix qu'elles ne pourront pas choisir, enfin qu'elles ne pourront pas en choisir une. C'est-à-dire qu'il leur faudra plusieurs activités connectées en permanence et dans des lieux qui seront capables de les faire se réunir pour un projet de quelques jours ou de quelques heures. Et ensuite, ils iront voir ailleurs, de manière concrète ou virtuelle, ce qui va obliger, par exemple, je pense à un centre aéré, à être totalement repensé, parce qu'on ne pourra pas mettre pendant 3 semaines, 15 jours, ne serait-ce qu'une après-midi complète pour une activité, un groupe de jeunes qui se retrouveront là. La question du sens ne parlera pas, alors qu'aujourd'hui, on est à fond dans la question du sens, on va vous aider à vous épanouir sur le plan personnel. Demain, c'est l'épanouissement collectif connecté. Donc, je n'ai pas la solution, mais ça va obliger à repenser le message qu'on veut leur donner. Faire société demain, ça ne sera pas comme faire société aujourd'hui.